Bon, si vous êtes d'accord pour commencer. Merci d'être là. Nous allons animer une table ronde sur le sujet qui est le commerce international BTS ou grande école, dans les souvenirs. Voilà, rien de tel qu'une question un petit peu abrupte pour lancer le débat. Donc, nous répondrons à vos questions, mais d'abord, on va commencer par se présenter les uns et les autres, en essayant de mettre en avant les spécificités de chacune de nos offres de formation, afin que vous en ayez tous les tenants et les aboutissants. Donc, je passe la parole à mes collègues et je me présenterai à la fin. Bonjour, je m'appelle Véronique Bongo-Guiter, je viens de l'EMD École de Management, qui est située à Marseille, en formation, qui est une école de commerce post-bac jusqu'à bac plus 5, avec des filières, des années d'études spécifiques qui se déroulent à l'étranger et qui permettent d'obtenir des doubles diplômes. Voilà, de mon point de vue, je parlerai qu'est-ce que l'international en école de commerce et voilà, quel intérêt à aller en école de commerce plutôt qu'éventuellement BTS. Et bonne nouvelle, il est possible de faire un BTS et d'arriver en école de commerce. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. André Satenza, directeur général de l'ISC Paris. l'ISC Paris est une école qui se trouve quelques mètres d'ici, Porte d'Anières. C'est une école qui fête son 50e anniversaire. Une école qui a un diplôme visé et grade de master. Quand on parle visé et grade de master, c'est un diplôme visé par le ministre, bien entendu, grade de master, bac plus 5, au niveau le plus élevé, selon la hiérarchie, bien entendu, universitaire. Trois voies de recrutement. Un recrutement d'abord sur classe préparatoire. Le recrutement sur classe préparatoire, cela veut dire que les étudiants font une classe préparatoire dans les lycées, classe préparatoire scientifique, économique, voire littéraire. Il y a de plus en plus de littéraires qui viennent nous rejoindre parce qu'il y a des métiers importants, notamment dans l'édition, dans la culture, on a besoin de littéraires. Les littéraires sortent très bien dans le commerce. N'oubliez pas qu'il y a eu des dirigeants français qui étaient des littéraires et qui ont été des grands banquiers. Pensez à M. Georges Pompidou, agrégé de littérature et grand banquier chez Rothschild, et bien entendu, président de la République. Comme quoi la littérature mène. Et bien entendu, un recrutement, le deuxième voie de recrutement, à bac plus 2, on parlera aujourd'hui des BTS, mais pas uniquement. Il y a aussi des IUT. Il y a des jeunes filles et des jeunes garçons qui vont vers des filières courtes, en bac plus 2, reconnues par l'État. Et une troisième voie, qui est la voie des admissions sur titre, bac plus 3-4. Ce sont des jeunes filles et des jeunes garçons qui ont fait une licence ou un bachelor français ou international et qui, à travers un concours, intègrent nos écoles. Donc, vous comprendrez donc aisément, facilement le système. Bac plus 2, plus 3 ans de formation égale 5, 2 plus 3 égale 5, voire 3 plus 2 égale 5, c'est-à-dire des jeunes filles et des jeunes garçons qui rentrent par la voie des licences et qui font ensuite donc 2 années de formation. Et les spécialités sont les suivantes, et j'arrête là. Bien entendu, des métiers de la finance, de l'audit, de contrôle de gestion, et notamment tout ce qui concerne aujourd'hui le diplôme DSCG, c'est-à-dire le diplôme qui mène à l'expertise comptable. Vous verrez qu'il y a des très très bons métiers. Le diplôme du commerce international, dont on en parlera aujourd'hui. Bien entendu, quelques niches, le management du sport, le management du luxe, et bien entendu, tous les métiers qui concernent aujourd'hui le support, notamment en logistique, les métiers, on peut faire de très très belles carrières dans la logistique, bien entendu également la logistique internationale, et puis ensuite tous les métiers qui concernent la banque. Je vous donne quelques chiffres. Les métiers de la banque, malgré la crise, continuera à recruter dans les 2 ou 3 années qui viennent plus de 62 000 collaborateurs, tout simplement parce qu'il y a une pyramide des âges qui montre qu'il va y avoir des départs massifs et on cherche des jeunes filles, des jeunes garçons à bac plus 5, donc toujours au très très haut niveau. Vous verrez dans le débat que la demande sociale
des entreprises, la demande sociale des entreprises en termes de recrutement se situe à Bac+5, donc la première étape du BTS peut être une étape très prometteuse. Donc on revient au BTS. Alors je me présente Anne-Marie Lesca, je suis professeure de commerce international au lycée Carcano-Cesval, qui est donc dans le 6e arrondissement, à côté du Luxembourg. Un quartier donc bien agréable, dont on profite pour ainsi dire jamais, parce que la filière de BTS est une filière qui est quand même sélective et difficile, mais qui ouvre énormément de portes aux étudiants, puisque oui, et qui ouvre énormément de portes aux étudiants, puisque après le BTS, eh bien, les étudiants peuvent continuer leurs études, soit intégrer une école de commerce, on verra peut-être ensuite par quelle voie ils peuvent intégrer à la sortie du BTS les écoles de commerce, mais j'ai également des étudiants qui partent en université, qui n'avaient pas voulu faire le choix en sortant du bac de partir en université et qui là, après le BTS, se sentent plus mûrs pour, j'allais dire, affronter l'université. Donc le BTS, qui est une formation très intéressante et très ouverte pour vos enfants. Alors, le BTS Commerce International maintenant. Le BTS Commerce International, c'est un BTS à référentiel européen. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs pays européens qui ont le même référentiel et donc il y a une flexibilité et des possibilités d'ouverture avec des lycées européens qui font un BTS Commerce International. Que vous dire également sur le BTS? Quels sont nos recrutements? Comment nous recrutons? Alors bien sûr, il faut passer par APB, vous savez, mais que ça soit, je pense, à Charles-Péguy, mais à Carcano, nous avons également un entretien avec nos étudiants et nous recrutons des étudiants de STG, filière STG, des filières générales, ES, bien sûr, S et littéraire également. Nous avons cette année recruté également 2 bac pro. C'est difficile pour eux, mais c'est ouvert aussi, bien sûr, au bac professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on fait en BTS? Comment se déroulent donc ces 2 années? Tout d'abord, les stages. Nous avons un stage entre la première et la 2e année, qui est un stage de prospection. C'est-à-dire que les étudiants vont partir prospecter dans une entreprise étrangère, à l'étranger, dans un pays non francophone. Ce stage qui dure 2 mois, et c'est 2 mois date à date, peut se passer soit en Europe, soit carrément dans d'autres pays plus lointains. S'il se passe en Europe, les étudiants peuvent avoir Erasmus, chose que bien sûr ils ne peuvent pas avoir s'ils partent dans des pays plus éloignés. Donc ça c'est le premier stage, généralement on voit vraiment la différence quand les étudiants arrivent, reviennent en seconde année, parce qu'ils ont acquis une autonomie et ils ont développé une méthodologie qui est propre à celle de la prospection. Et puis en seconde année, que ce soit Carcano-Cesval, mais aussi Charles-Péguy, nous organisons une mission de prospection à l'étranger. Et là aussi, nos étudiants apprennent donc à prospecter,
à négocier dans une langue étrangère pour le compte d'une entreprise française. Et enfin, troisième activité professionnelle, le stage de logistique qui a lieu en seconde année de BTS. Et c'est un stage d'1 mois et qui a lieu soit en France, soit à l'étranger, comme le désire l'étudiant. Donc vous voyez, à l'issue de ces 2 ans de BTS, les étudiants ont déjà eu affaire à l'entreprise, ont déjà eu 3 mois de stage et sont bien débrouillés dans leur démarche de recherche de stage. Ils savent sans problème faire un CV, lettre de motivation, avoir une démarche de prospection et de recherche de travail, de recherche de stage. Donc c'est vrai que je pense que nos étudiants, quand ils sortent de ces 2 ans, ils sont bien armés pour arriver dans les écoles de commerce. Alors je vais me présenter, je suis Madame Carnaga, donc comme ma collègue l'a dit, je suis aussi professeure de commerce international au lycée Charles Péguy. Je vais reprendre à mon compte tout ce qu'elle a dit et je vais compléter avec quelques petites choses. Tout d'abord, sachez qu'aujourd'hui, comme le disait monsieur, les entreprises demandent plutôt, pour intégrer le marché du travail, on est plutôt sur du bac plus 5. Il y a encore 10-20 ans, les BTS à bac plus 2 s'intégraient facilement. Je ne sais pas s'ils pourraient en tout cas encore le faire aujourd'hui, mais les jeunes font le choix de poursuivre leurs études très massivement. Quasiment l'intégralité de la promotion poursuit ses études après le BTS ces dernières années. Ils le font à hauteur de 70% en école de commerce et à peu près 60, ça varie suivant les années, mais c'est bien 70 dernièrement. Et puis il nous reste un 30% de gens qui partent à l'étranger pour poursuivre une année qui va leur permettre d'atteindre le niveau bac plus 3. Donc à bac plus 3, après on intégrera le master 1, master 2, qui permettra d'atteindre les 5 années souhaitées. Donc soit ils partent une année à l'étranger, ou ils vont faire une licence professionnelle, éventuellement une licence générale en fac, et ils rejoignent après à bac plus 3 un master en école de commerce ou en université. Donc dans les qualités du BTS sont des qualités professionnalisantes, ça c'était ce qui a été prévu depuis le départ, et on continue avec cette spécificité. Et depuis 6 ans, il y a une réforme qui a été introduite avec un contrôle en cours de formation. 60% du diplôme est passé au fur et à mesure avec des activités qui sont menées en autonomie, en pleine responsabilité par les étudiants. Ils apprennent en faisant eux-mêmes. On n'est absolument pas dans une démarche passive, simplement du cours magistral. On leur donne des outils, ils vont sur le terrain, ils font. Voilà. Dans les écoles de commerce, il faut quand même faire une petite distinction. Vous êtes dans les écoles de commerce, il y a 2 grandes catégories. Il y a celles qui intègrent après classe prépa et celles qui ont prépa intégrée. La grande différence, c'est quand même que quand on est dans une classe prépa, on n'a pas du tout cette approche professionnalisante qu'on a en BTS ou en école de commerce en prépa intégrée. On est dans une démarche qui reste quand même très scolaire. On travaille, entre guillemets, on bûche pour un concours. Donc l'entreprise, on la voit de très loin. Donc ça, c'est une considération à prendre en compte. Alors, maintenant, pour lancer le débat, puisqu'on se pose la question de savoir BTS ou école de commerce, chaque formule a ses atouts spécifiques. Donc, quels critères de choix, comment effectuer ce choix par rapport à nos offres de formation. Donc on va faire un petit d'extra. Alors moi je pense que le choix va s'opérer au niveau de l'étudiant. Ça va dépendre du type d'étudiant. Il faut savoir que pour l'EMD, nous acceptons bac toute section et donc comme vient de le dire Mme Carraga, nous sommes une école à prépa intégrée. C'est-à-dire que nous avons un parcours la première année qui
qui est vraiment axé sur l'acquisition de culture générale et de savoir assez théorique, c'est-à-dire qu'il y a l'anthropologie, la géopolitique, la sémiologie, donc vraiment, on est vraiment dans une prépa intégrée. Cependant, nous sommes des gens d'école de commerce, donc il y a certaines matières qui sont déjà enseignées par des professionnels et obligatoirement un stage entre 3 et 6 mois. Il faut savoir que les 3 premières années en école de commerce ont cumulé jusqu'à 18 mois de stage, c'est-à-dire entre 3 et 6 mois chaque année. Donc il y a déjà un pas dans l'entreprise, mais il y a quand même un apport de connaissances théoriques. Et pour ce qui est de l'EMD, un apport très très fort au niveau de la pratique de l'éthique des affaires. Et l'international est présent à tous les niveaux, c'est-à-dire que les langues sont enseignées en permanence et certaines matières professionnelles sont obligatoirement enseignées en anglais. Donc, ce qui amène les étudiants qui sont plus orientés vers l'international à effectuer leur stage à l'étranger. Et pour ce qui est de l'EMD, en deuxième année, ils vont obligatoirement au Canada, dans une de nos 4 universités partenaires, passer un semestre d'études, non pas en tant qu'Erasmus, puisque c'est en dehors du périmètre Erasmus, et ils doivent obtenir leur année, donc réussir leurs examens là-bas. Donc la différence pour moi va vraiment dépendre du candidat. Il y a des candidats qui ont déjà envie de faire du commerce, ils le savent. Alors qu'en école de commerce, ça va être plus généraliste les 3 premières années. Donc voilà, il faut vraiment s'interroger et savoir si on a envie d'être plus proche d'un métier ou un peu plus éloigné de mon point de vue des premières années en école de commerce. Écoutez, je partage en partie ce que vient de dire ma collègue. Je crois que là, je m'adresse d'abord aux jeunes filles et aux jeunes garçons et pas au papa et aux mamans. D'abord, jeunes filles, il faut couper le cordon avec papa et maman. Il faut gagner en autonomie. Si je le dis, c'est parce que parfois les papas et les mamans mettent trop de pression et ne laissent pas assez d'autonomie et de maturation aux enfants et aux adolescents et aux adultes que vous avez en face. J'ai les mêmes à la maison, j'en ai 4. Donc je suis papa avec les mêmes problèmes que les autres. Première chose, il faut faire un travail d'introspection, jeunes filles et jeunes garçons. Et qu'est-ce que c'est qu'un travail d'introspection? Posez-vous la question, d'abord ce que vous aimez, ce que vous avez envie de faire. Discutez avec des professionnels, faites de ce travail, mais individuellement. Faites ce travail avec le parcours de vous intéresser au métier. Allez voir un banquier, allez voir le PMI-PME, la PMI-PME qui se trouve dans le quartier, le commerçant qui est à côté de chez vous. C'est des choses simples que vous pouvez faire, jeunes filles et jeunes garçons. Allez voir le patron de la PMI-PME qui se lève tous les matins à 6 h du matin et qui a des contraintes à l'international. Essayez de rencontrer ça, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre pays, de comprendre la réalité économique. Je crois que c'est important que vous fassiez ça. Ensuite, de voir quel est votre tempérament. Et madame l'a dit à juste titre. Il y a des jeunes filles et des jeunes garçons qui ont besoin d'une pédagogie de l'action. C'est-à-dire on a besoin d'être dans le faire. Et qu'est-ce que c'est le faire? C'est l'entreprise. C'est de manager des projets. Eh bien, le BTS, commerce international, peut vous satisfaire. Il y a beaucoup d'actions, il y a du stage, vous êtes dans la théorie et dans la pratique, et dans une pratique très concrète, comme on dit. Quand vous partez vendre un produit à l'étranger, vous êtes soumis à votre propre talent, vous grandissez, il y a de la maturité. Et puis parfois, il y a d'autres étudiants, c'est comme ça. Ils ont besoin de plus d'encadrement, de passer par davantage de théorie, de se soumettre à de la méthodologie. Alors, la classe prépa, par exemple, ou alors le post-bac peut vous correspondre. La chance que nous avons dans notre pays depuis maintenant une vingtaine d'années, et il faut s'en satisfaire, et c'est une très bonne chose, c'est que les passerelles sont de plus en plus ouvertes. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de césure. Quelqu'un qui fait un bac plus 2 BTS, DUT, il souhaite continuer, il y a des passerelles. Quelqu'un qui souhaite aller à l'université, ça ne lui plaît pas, il souhaite aller dans les grandes écoles, il y a des passerelles. Quelqu'un qui est dans une grande école et qui souhaite ensuite repartir à l'université pour faire de la recherche, cela existe, des passerelles existent. Donc,
Première leçon, pas de dichotomie, pas de conflit, pas de dialectique qui soit malaisée entre un système et un autre. Je crois qu'aujourd'hui, la possibilité de passer de l'un à l'autre est possible à une condition, c'est que vous, les acteurs, les jeunes filles et les jeunes garçons, vous vous posiez les bonnes questions. Comment je me vois dans quelques années? C'est quoi le commerce international pour moi? Est-ce que j'ai vu quelqu'un vendre? Parce que quand on parle de commerce international, c'est aussi vendre. Est-ce que ça me plaît, ces relations humaines? Est-ce que ça me plaît, la rencontre avec les autres? Est-ce que je maîtrise parfaitement l'anglais? Le commerce international, c'est l'anglais. Et l'anglais n'est plus une langue étrangère. L'anglais est un prérequis. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser l'anglais comme vous maîtrisez le français. Vous voyez? Et je vous donne effectivement cela, parce que récemment, un manager, recruteur du CAC 40, recruté des commerciaux à l'international, de tout jeunes, fraîchement diplômés. Il les reçoit en entretien. Il lui pose la question suivante. Mademoiselle, monsieur, quelle est la langue étrangère que vous parlez? Et les petits jeunes diplômés ont répondu avec beaucoup d'aisance et parfois même un peu d'arrogance en disant « mais je parle l'anglais ». Et le recruteur qui reprend et lui dit « mais monsieur, vous avez mal compris ma question. Je vous ai demandé quelle est la langue étrangère que vous parlez. L'anglais n'est plus une langue étrangère. Je parle le chinois, je parle l'arabe, je parle le russe, je parle l'italien, je parle l'espagnol. » Donc, anglais-français, c'est le B.A.-ba aujourd'hui dans le commerce international. La deuxième ou troisième langue, alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Et donc, une connaissance du management interculturel. Et ça veut dire quoi le management interculturel? Comprendre les cultures des autres. Vous comprendrez aisément qu'on ne vend pas aux Italiens et aux Brésiliens comme on vend aux Espagnols, aux Russes ou aux pays d'Arabie Saoudite. On ne vend pas de la même façon aux Chinois, ils n'ont pas le même goût, ils n'ont pas le même référentiel. Eh bien ça, vous l'apprendrez dans les formations de type BTS, commerce international, donc avec de la culture, de l'anthropologie, on en a parlé, de la sociologie, des tendances, etc., etc. La mondialisation, certes, elle existe, on l'a subie, on vit avec, mais en même temps, il y a des cultures qui résistent. Qu'est-ce qu'on dit souvent? Que le goût du McDonald's à New York, ce n'est pas le même qu'en Russie et à Moscou. Et pourtant, c'est une entreprise dite globale. Danone, qui vend des yaourts dans le monde entier, moi j'ai goûté les yaourts de Danone dans le monde entier. Celui de la France n'a pas le même goût de celui des États-Unis, de celui d'Espagne, etc. Et parfois, même pas la même couleur. Eh bien, tous ces métiers-là, qui sont des métiers de commerce, qui sont des métiers de tendance, qui sont des métiers de la connaissance des consommateurs, et ça, vous le verrez dans le commerce international. Donc, vous voyez que c'est des métiers très riches pour ensuite pouvoir continuer si vous le souhaitez. Pour rajouter. Alors, la chose que je pourrais rajouter, c'est au niveau du post-bac, nous avons à Carcado des filières avec des licences, puisqu'on a un bachelor Global Marketing avec une école à Coventry, et puis une licence aussi qui prépare aux écoles de commerce en Bac plus 3 avec Stanislas. Voilà. Peut-être il y avait des questions à poser directement. Je ne sais pas si vous le savez tous, mais le système de passerelle dont parlait M. Arteza est aussi lié au fait que chaque année d'études supérieures vous permet d'acquérir 60 ECTS, Superior Credit Transfer System. Donc ça veut dire que chaque année d'études, vraiment, si vous validez chacune des matières, vous aurez 60 ECTS. Et c'est ce qui fait que vous pouvez changer de filière au fur et à mesure. Donc assurez-vous toujours que l'année d'études que vous suivez permet de valider ces ECTS-là, et surtout que les diplômes soient homologués par l'État, reconnus par l'État. C'est-à-dire soit inscrits au RNCP,
soit avec les grades de master. Mais c'est quelque chose de très important parce que là, par contre, si vous passez un bac plus 3 non homologué, vous ne pourrez pas continuer en master. Donc ça, c'est très important. Donc demandez des justificatifs, des publications au journal officiel, c'est fondamental. Ensuite, l'école ou le BTS, enfin, l'entité qui vous propose clé en main un stage n'est pas une bonne solution. Parce qu'un stage, c'est tout un travail préparatoire qui permet de s'entraîner au métier du commerce. Trouver un stage ou trouver un emploi, c'est la même chose. Donc il faut savoir s'entraîner à être bon en entretien, être bon pour rédiger une lettre de motivation, un CV. Et c'est vraiment fondamental pour des métiers de commerciaux de savoir faire ça. Le commerce, c'est pas seulement la vente, mais c'est la négociation, c'est le marketing, c'est connaître les circuits de distribution. C'est extrêmement complet. Et souvent, on a galvaudé les métiers de commerciaux. C'était devenu un peu les parents pauvres, la vente des écoles de commerce. C'est en train de redevenir des postes très importants. Parce que la relation avec le client final, je le sais, je suis spécialiste en marketing et en communication, passe par le commercial. Donc c'est fondamental que chacun des étudiants développe des valeurs personnelles, d'honnêteté, d'ardeur au travail, de maîtrise de soi, de sens de la justice. Parce que c'est lui sur le terrain, qu'il soit en B2C, c'est-à-dire en lien avec le consommateur, ou en B2B, en lien avec les entreprises, va porter les valeurs de l'entreprise. Sachez que ce sont des postes sur lesquels repose la stratégie aussi de l'entreprise. Il faut être extrêmement motivé et savoir que vous allez vraiment être utile pour les entreprises. Oui, tout à fait. Je souhaitais compléter ce que disait Madame Longo. Depuis le processus de Bologne, au sein de l'Union européenne, le système est découpé en 60 crédits par année. Donc, première année, licence L1, 60 crédits. Et BTS, première année, c'est la même chose. Le niveau 1, c'est 60 crédits. Bac plus 2, 60 crédits. Donc le BTS, c'est 120 crédits. Quand vous partez, par exemple, à l'étranger, parce que nous aussi, nous avons des partenariats avec Golding au Danemark et avec la Dublin Business School, nous avons tous développé une offre post-BTS avec des passerelles tout à fait vers les écoles de commerce françaises, vers l'université ou des écoles à l'étranger. Si vous allez dans une formation qui est accréditée, vous aurez 60 crédits supplémentaires et vous aurez les 180 au total d'une licence. Et puis un master 1. Donc un master, ça se fait en 2 années, post-licence. La première année, ce sera 60 crédits. La deuxième année, 60 crédits supplémentaires, donc 120. Donc nous aurons 180 et 120, et le total d'une formation à bac plus 5. Voilà. C'est important. Donc, si je synthétise ce que nous avons tous dit, chaque offre de formation a sa spécificité et c'est à vos enfants de se poser la question de comment ils veulent aborder les choses avec plus ou moins de terrain, de professionnalisation. Une chose quand même, nous avons parlé beaucoup de marketing, c'est pas moi qui dirais le contraire, puisque moi c'est ma spécialité, mais en BTS et de toute façon en école de commerce aussi, il est important de connaître les métiers techniques du commerce international. Parce que c'est bien joli de vendre, de négocier, mais encore faut-il d'abord que les marchandises arrivent, et ça c'est le travail de la logistique. Et il y a des métiers, on a besoin de gens qui sont bien formés, de bon niveau, c'est-à-dire des gens qui maîtrisent les outils de base de logistique internationale. Quand on achète, par exemple, toute la fonction achat de ce qu'on appelle la supply chain à l'achat, vous devez faire venir la marchandise de l'usine du monde qui est la Chine, et bien vous devez maîtriser, par exemple, tout le transport maritime. Et puis c'est bien, il faut s'approvisionner, faire venir les marchandises, mais il faut aussi se faire payer. Donc vous avez tous les métiers de la fonction financière, savoir gérer un crédit documentaire. Parce que bien entendu, on ne va pas se faire payer par virement 100 000, 200 000, 300 000 euros. Donc voilà, les métiers techniques de CI sont aussi une option. Les écoles de commerce et le BTS l'intègrent, mais ce sont les métiers techniques du commerce international qui fournissent de bons débouchés actuellement aux jeunes. Voilà. Un aspect que nous n'avons pas évoqué, c'est la question du coût. Le critère est important.
Et là, au début, on vous a parlé des jeunes, du projet des jeunes, de leur envie, mais l'argent étant le nerf de la guerre, ça c'est le souci des parents. Donc voilà, c'est une question qu'il faut aussi se poser. Quel coût pour les études que nos enfants vont choisir? Alors à l'EMD, une année d'études coûte 5 000 € et nous avons mis en place des bourses au mérite avec la caisse d'épargne, et ainsi que des bourses d'accès, enfin des bourses financées par des personnes privées, donc soit des entreprises, soit carrément des personnes qui ont envie de donner de l'argent au titre de la défiscalisation en aidant un étudiant à financer ses études. Et une année d'études, et ça coûte 5 000 €, même si elle se passe à l'étranger. Et pour les masters, ça tourne plus autour de 7 000 €. Voilà. Chez nous, la scolarité, c'est 3 ans de formation pour des jeunes avec un bac plus 2 et qui intègrent le reçu sur le concours. C'est 10 000 € l'année, 3 années de formation de 30 000 €. Je vous rappelle que notre école accueille 33% de boursiers sous critères sociaux, dont l'ascenseur social fonctionne. Et il fonctionne comment? Parce que personnellement, là c'est la stratégie de l'école, mais en même temps la stratégie de son directeur qui s'engage et qui met les triples sur la table. Chaque année, je distribue l'équivalent de bourses d'excellence de plus de 500 000 € à mes étudiants, c'est-à-dire ceux qui sont méritants, ceux qui s'investissent, ceux qui travaillent. Donc, et chaque année, bien, nous avons également un système dit de stage alterné et qui permettent à des étudiants de mener une vie académique avec succès, avec une vie dite déjà début de vie professionnelle. Voilà. Mais je ne néglige pas que 10 000 € par an, c'est quand même un investissement important pour les familles. Alors en BTS, le coût effectivement de ces 2 ans est nettement moindre puisque nous sommes des lycées privés sous contrat d'État. Donc les professeurs sont payés par l'État, par l'Éducation nationale. Donc ce sont des budgets qui sont moindres et en plus pour un Carcado, ça dépend du revenu des parents. C'est pas un gros budget. Mais il y a quand même, il faut tenir compte du stage à l'étranger qui a quand même un coût. Il faut prévoir l'hébergement, les billets aller-retour. Il y a la mission aussi, la mission export que nous faisons chaque année à l'étranger. C'est vrai que c'est un BTS d'élite et c'est un BTS qui a un certain coût pour les parents. Ceci dit, quand les étudiants vraiment travaillent bien et sont motivés, les entreprises qui les prennent en stage les défraient parfois. Et il y a cette bourse Erasmus, puisque nous avons signé la convention Erasmus, donc chaque année, les étudiants qui veulent bénéficier de la bourse Erasmus peuvent bénéficier de cette bourse. Je voudrais ajouter pour les parents, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait sujet de la bourse sur cette question du coût, parce que je sais qu'en France, il y a une vraie idéologie sur la question du coût. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je le dis parce que je suis un universitaire pur jus. Je suis issu de l'ascenseur social. Mon père était maçon toute sa vie, le pauvre homme, et ma mère femme de ménage. Donc je sais ce que c'est. C'est pour ça que j'interviens très fermement et je dis je m'investis pour l'ascenseur social. Un BTS dans l'enseignement public, on dit c'est gratuit. Certes, c'est gratuit pour les familles, mais ça a un coût collectif. Le coût collectif affiché par l'Éducation nationale sur son site, c'est-à-dire du ministère, c'est 12 000 €. C'est-à-dire qu'avec vos impôts, avec les miens, avec les vôtres, nous payons des formations. Nos formations, nous qui sommes privés, moi je suis privé, associatif, issu de l'économie sociale et solidaire. Le coût est de 10 000 € à bac plus 5. J'estime que je fais un service public et que je gère l'argent public mieux que le public. Et ça, je pense qu'il faut le dire de temps en temps, parce qu'il y a un problème dans notre pays. On ne paye pas le coût au bon niveau, donc le prix de la formation au bon niveau. Alors, bien entendu, ça fait partie de l'éducation nationale, c'est comme ça, mais à un moment donné, une petite anecdote, ça va vous faire rire. Je déjeunais avec
préfet en disant, en parlant de la justice dans notre pays, en disant, mais la justice n'a pas de prix. Et oui, je suis d'accord que la justice n'a pas de prix, mais là, un coût. Ça veut dire qu'il faut quand même payer à un moment donné. Donc si on veut que le pacte social républicain fonctionne, si on veut que les choses fonctionnent, si on veut que dans notre pays les choses fonctionnent, il faut être capable en tant que citoyen de savoir qu'est-ce qu'on veut financer. Est-ce qu'on veut financer ceci ou est-ce qu'on veut financer cela? Moi, je me bats aujourd'hui auprès des députés quasiment tous les mois, pour qu'on puisse défiscaliser les frais de scolarité. Parce que ce n'est pas normal qu'une famille qui investit lourdement sur les enfants, c'est-à-dire sur l'avenir des enfants dans notre pays, on ne puisse pas défiscaliser les frais de scolarité. Vous voyez? Ben voilà, alors si vous connaissez le député du coin, continuez, parce que ça, ce sont des vrais débats qu'il faut faire. Alors, je suis à l'aise, hein, parce qu'avec la droite, je me suis battu, je n'ai pas gagné. Avec la gauche, je suis en train de me battre, je ne sais pas si je vais gagner, mais je vais continuer. Parce que ce n'est pas normal que les familles supportent tout, alors que l'avenir de notre pays passe par l'enseignement supérieur. Voilà, je tenais à le dire de manière un peu véhémente, mais c'est le moment de le faire. Bravo, je partage. Faut aussi du lobby, hein, faut aussi, on est obligé. Sachez aussi une chose, c'est que au niveau des admissions, c'est important d'en parler, on a complètement oublié de vous parler des admissions. Pour l'EMD, c'est sur dossier scolaire, différents tests, dont tests de culture générale, tests de personnalité et dissertation. Ensuite, avec des oraux, des entretiens oraux. Et pour l'EMD, c'est sur analyse du dossier scolaire, résultats des tests et les résultats des oraux que nous choisissons les candidats. Nous sommes hors circuit APB. Je ne rajouterai rien, parce que quand même, vous avez peut-être quelques petites questions à poser, nous avons peut-être oublié quelque chose. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez que c'est une question de projet personnel. Les différences sont là, afin de permettre à chacun de trouver sa voie. Et donc, si vous souhaitez, nous répondrons à des questions. Si vous avez des questions? Pas de questions? Oui? J'arrive. Bonjour. J'aimerais savoir quelles sont les conditions, les modalités du passage du BTS à l'école de commerce. Je peux répondre aussi en partie. Nous avons différentes possibilités d'accès en école de commerce. Je parle par expérience. Nous avons des gens qui rentrent directement à Bac+2, qui passent les concours, tremplin, passerelle ou autres, ou les concours propres aux écoles de commerce, où on a accès à Bac+2 ou alors à l'entrée en master. Donc chacune a sa procédure d'entrée et donc on se présente et sachez que les BTS réussissent très bien. C'est pas ce qui était prévu au départ. Les BTS étaient prévus pour aller directement sur le marché du travail. Mais aujourd'hui, l'immense majorité des BTS poursuivent en école de commerce. Donc ça c'est la première voie. Et il y a aussi une autre voie pour les écoles, certaines écoles qui ne permettent pas d'accéder à Bac+2, mais directement à Bac+3. Et donc on fait une année complémentaire en licence. Et donc c'est ainsi que pour les écoles de type EDEC, Audencia, donc dans les écoles les plus sélectives dans les écoles de commerce, les BTS commencent à rentrer. Parce que toutes les écoles de commerce, y compris les plus sélectives, ont besoin de diversifier les profils. On ne peut pas se contenter de profils exclusivement sortis de classe prépa. Bon, ceux que j'appelle méchamment, mais j'en suis sortie moi-même, donc je peux le faire, des crânes d'œufs. On a besoin de gens avec des gros étudiants, vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc, on a besoin aussi de gens qui ont fait des démarches sur le terrain et qui peuvent accéder après aux écoles les mieux classées. Mais
sachez-le, il y a une procédure pour rentrer spécifique chacune des écoles pour rentrer soit à Bac+2, en licence ou en master. Juste un point, techniquement, madame a répondu parfaitement, donc je ne vais pas rajouter. Je vais rajouter quand même un point sur ce qu'on appelle le recrutement. C'est un de nos grands philosophes et sociologues français, Edgar Morin, qui le dit, et je crois qu'il a raison. Face à la complexité que nous vivons dans ce monde, la meilleure réponse, c'est la diversité. L'entreprise aujourd'hui ne recrute pas de clones. L'entreprise aujourd'hui recrute des personnes diverses et variées. Et les mathématiciens le savent bien, ça s'appelle la théorie de la variété requise. Ça c'est bon pour la culture générale. C'est-à-dire que face à une complexité, si l'entreprise est capable d'offrir des réponses diverses et variées, c'est une entreprise qui restera dans le monde complexe de la mondialisation, qui est terrible pour tout le monde. Et l'exemple qui est terrible, une des entreprises de papier, c'est nouveau, ça vient de sortir, c'est hier, 1475, la première usine de France, 1475 a été créée. Aujourd'hui, parce qu'il y a la mondialisation, elle risque de fermer. Donc vous vous imaginez, eh bien, c'est cela la complexité. Eh bien, les entreprises ont besoin de collaborateurs et de collaboratrices qui viennent des profils différents. Je vous ai parlé tout à l'heure des littéraires sont appréciés. Quand on parle des étudiants qui viennent de la voie technologique, ils ont des compétences. Quand on parle des jeunes qui viennent de la section scientifique, etc., c'est important de voir cela. Dernier élément pour montrer dans quel monde nous sommes dans la formation. L'année dernière, une seule université chinoise a formé autant d'ingénieurs que l'ensemble des écoles françaises d'ingénieurs. Vous voyez bien avec qui on est en train de se battre. Point. Donc pour nous, nos écoles, quand on dit il y a de la qualité, il y a des passerelles, il faut aller vers le Bac+5, il y a des métiers différents, il faut travailler, etc. Et voilà, ce sont des valeurs qui, pour nous, ont du sens. Et ça donne du sens dans la PMI-PME, et ça donne du sens dans les grands groupes. Et aujourd'hui, une PMI-PME, d'entrée de jeu, elle est dans la mondialisation. D'entrée de jeu, elle se trouve à Agnières, elle se trouve à Levallois ou dans le 17e. D'entrée de jeu, soit dans la fonction achat, on en a parlé, soit dans la fonction vente, les produits ou les services. D'entrée de jeu, ils sont dans une concurrence mondiale. Donc, des jeunes filles et des jeunes garçons qui soient aguerris au commerce international. C'est évident. Question là, non? Bon ben, travaillez bien. Travaillez bien parce que pour finir, il n'y a que le travail qui paye. Donc c'est dès maintenant, toujours, hein, c'est dès maintenant. Et sachez que vous travaillez pour vous, donc soyez motivés pour votre vie. Voilà.